Allez, salut à toutes et à tous, on se retrouve donc pour le deuxième tuto, la deuxième vidéo de notre guide un petit peu découverte du jeu, du logiciel de création de jeux vidéo, GDevelop 5. Dans cette vidéo qui fait suite directement à la précédente, on va voir comment rajouter des pics, des petits pieds pièges, et surtout, mais aussi, je vais essayer de vous faire voir ça, des animations pour notre personnage. Alors l'avantage quand c'est nous qui créons nos jeux, c'est qu'on peut tricher comme on veut. Voilà, donc des petites animations de marche, et puis quand je vais à gauche, ça marche. Quand je m'arrête, mon personnage nous regarde, et on reprend directement là d'où on en était. Donc voilà, rajouter des petits pièges avec des collisions, et rajouter également des animations, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez par la suite dans les commentaires, vous abonner à la chaîne et activer la cloche si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, mettre un petit pouce bleu aussi très utile pour le référencement. Celles et ceux qui me connaissent depuis un moment savent que je produis quand même un petit peu de contenu, donc n'hésitez pas. Voilà, et puis maintenant je vous laisse, à vous de jouer et à vous de créer. Donc pour la suite de ce tutoriel découverte sur GDevelop 5, on va vraiment repartir un petit peu de la base. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez sauvegardé votre projet à la fin du premier tuto et que vous relancez GDevelop après une demi-heure, une heure, quelques jours d'inactivité sur votre projet? Où est-ce qu'on l'ouvre? Alors vous allez me dire, il nous prend un peu pour des buses, c'est facile, on va dans le menu burger, fichier, ouvrir, sauf que si on fait ça, on arrive directement sur le choix votre ordinateur, on n'a pas l'option cloud. Heureusement, GDevelop nous explique qu'on peut trouver les projets cloud dans la section créer de la page d'accueil. Petite parenthèse très rapide, ici vous avez quelques leçons guidées qui vont vous permettre d'ajouter différents objets et d'améliorer un petit peu votre jeu, le tout de façon guidée et expliquée. N'hésitez pas à suivre ces mini-tutos qui vous seront très utiles, avec vraiment des choses entre guillemets basiques, mais qu'on va retrouver dans énormément de styles de jeu. Donc n'hésitez pas vraiment à suivre ces petites leçons. Ça prend pas beaucoup de temps et ça vous permettra d'ajouter pas mal de choses et de continuer à découvrir et à apprendre GDevelop. Donc, comme nous a bien expliqué GDevelop, pour récupérer un projet créé dans le cloud, on va tout simplement sur le bouton créer et on va retrouver ici notre tuto découverte. On va recliquer dessus et ça va donc réouvrir notre projet. Si vous passez par le petit menu burger, fichier, ouvrir, vous vous souvenez, on a simplement les projets qui sont sur notre ordinateur, on n'a pas les projets enregistrés sur le cloud. Donc c'est important de faire cette petite différenciation, c'est pour ça que je l'ai faite. Donc on va maintenant passer au vif du sujet. On va se rajouter très rapidement une petite plateforme, peu importe, voilà. De toute façon, normalement, si vous avez fait vos devoirs, pas comme moi, vous devriez avoir un niveau de jeu beaucoup plus complet que ce que moi je peux avoir ici avec plus de plateformes. On va commencer par rajouter des petits pièges. Ça va nous permettre de découvrir justement les collisions entre différents objets. Vous vous souvenez, dans le premier tuto, je vous avais dit, pour faire réapparaître le personnage lorsqu'on tombe en dehors des plateformes, on aurait pu mettre une zone de collision en dehors de l'écran, et lorsque le personnage touche la zone de collision, on recommence le jeu. Nous, on a fait une comparaison avec la hauteur, la position Y, la position verticale de notre joueur en dehors de l'écran, mais on pourrait faire aussi avec des collisions. Je vous laisserai le faire vous-même si vous le souhaitez par la suite, avec ce qu'on va voir tout de suite. On va donc retourner sur ajouter un nouvel objet, magasin de ressources, et puis on va chercher tout simplement, comme hier, ou pas d'ailleurs, comme hier pour moi, puisque c'était quand j'ai enregistré le tuto précédent. On va chercher plateforme, et puis on va chercher des low spike ou high spike. Alors on va prendre des high spike, tac, peu importe. Vous pouvez prendre des low si vous voulez, vous pouvez prendre des bot si vous voulez, ça changera pas grand chose, sauf pour les collisions qu'on va remodifier. Et on va cliquer sur ajouter à la scène. Nos high spikes ont été rajoutés.
On peut les renommer si on le souhaite. Hop, je vais les appeler pics, épiques et collégramme. Et nos pics, eh bien, on va venir les positionner sur notre niveau de jeu. Alors, vu qu'on a la grille, ça va être un petit peu plus compliqué de les positionner, puisqu'ils vont avoir une taille, je pense, un petit peu étrange. C'est du Kenei, donc comme d'habitude. Vous pouvez désactiver la grille en retournant sur activer, modifier la grille et décocher, afficher la grille. Et du coup, on se retrouve maintenant sans la grille. Alors, on peut zoomer pour venir, positionner nos différents pics. Ce sont des sprites, donc si j'essaie de les étirer, à l'inverse des plateformes, qui elles vont se répéter. Alors que je vous fasse voir quand même ici, voilà, ma plateforme se répète, mes pics, eux, vont se redimensionner. Donc faites bien attention à ça. Les sprites vont se redimensionner, non pas se répéter. On va en mettre un ici, et puis par exemple, on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V en l'ayant sélectionné. On va en mettre d'autres là. Je ne vous fais pas l'affront de vous relancer l'aperçu pour vous faire voir qu'il ne se passe rien, tout simplement, puisqu'on n'a pas dit quoi faire à GDevelop. Donc là, on pourrait, comme pour les plateformes ou notre personnage, essayer d'aller dans comportement, mais par défaut, on va créer, nous, notre comportement. Vous allez voir, il est très très simple. On va utiliser juste un système de collision qui va faire revenir notre personnage au début du jeu. Donc pour faire ça, on va aller tout simplement dans la feuille d'événement jeu, donc dans notre feuille de programmation. On va rajouter un nouvel événement, donc en dessous ou en dessus ou au-dessus, peu importe, de notre position, de notre test de sortie d'écran. Ajouter une condition. Donc là, faites bien attention, c'est pas ajouter une condition juste en dessous de la position Y de perso joueur, mais bien celui encore d'en dessous. On a une petite démarcation ici entre les deux. Donc faites bien attention à ça. Si vous rajoutez une condition ici, ça voudra dire que le joueur devra à la fois être en dessous, sorti de l'écran par le bas, et en même temps une autre condition, à savoir toucher les pics. Donc ça sera un peu plus compliqué. Donc on va bien prendre le deuxième, ajouter une condition, c'est un deuxième événement séparé. On va reprendre notre perso joueur, puisqu'on veut savoir s'il touche ou pas les pics. Et on va chercher tout simplement collision avec 2 L. On sélectionne collision, et là on choisit l'objet avec lequel on veut que notre personnage soit en collision. On veut que notre personnage touche les pics, donc on sélectionne tout simplement les pics. On va faire OK. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand notre personnage touche les pics? On va tout simplement recharger la scène de jeu. Donc exactement la même action qu'on a fait précédemment. Et vu qu'on est un peu feignant, on va sélectionner cette action, on va faire un petit CTRL-C, et en redescendant dans le ajouter une action de notre perso joueur est en collision avec pic, quand on va sur ajouter une action sans cliquer, on peut décaler sur la droite et cliquer sur ou coller les actions. Et voilà, on a tout simplement copié-collé une action unique dans notre feuille d'événement. Et là maintenant on va pouvoir faire un petit aperçu. Voilà, alors est-ce que je vais réussir au moins à aller sur les pics? Ok. Alors, vous voyez, du coup le personnage a recommencé. Enfin, le jeu a recommencé. Le souci, c'est que, alors ça se voit pas trop sur ces designs, mais vous allez avoir le cas dans d'autres cas justement, c'est qu'en fait, nos pics vont avoir une boîte de collision qui normalement va être un rectangle. Donc si on réouvre notre objet pic, on peut aller tout en bas dans modifier les masques de collision, et on voit que tous nos 3 pics, en fait, ont une surimpression rougeâtre par-dessus. Alors ça se voit pas beaucoup, mais vous allez voir que ça va être plus parlant qu'on va modifier. En fait, ça va vraiment être la collision, la boîte de collision que GDevelop va utiliser pour tester, savoir si notre personnage touche les collisions ou non. Enfin, touche les autres objets ou non. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire une boîte de collision pile poil sur les pics. Nous, l'intérêt, c'est simplement de toucher les bords de ces pics-là, le haut, ou de ce côté-là.
Sachant qu'en plus, dans la grande majorité des moteurs de jeux vidéo, eh bien, on n'aime pas les collisions concaves ou convexes, je ne sais plus. C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir avoir des formes, on va dire, proches d'un cercle. Enfin, proches d'un cercle. Je sais pas comment expliquer, je vais vous faire voir plutôt. Entre un cercle et une lune, voilà. Donc, on va vous faire voir tout ça directement. Pour modifier notre masque de collision, on va cliquer ici sur utiliser un masque de collision personnalisé. Et puis on a des petits points maintenant qui sont apparus. On va pouvoir faire bouger ces petits points, et là on voit bien la différence entre la zone en surimpression rouge et la zone classique. Ce qu'on va faire, c'est que notre premier point qui était en haut à gauche, on va venir le caler en haut à gauche de notre tout premier pic, et le deuxième point en haut à droite, on va venir le mettre en haut à droite du dernier pic. Ici, du coup, si notre personnage rentre dans cette zone-là ou dans celle-ci, il ne va rien se passer. Il va se passer simplement quelque chose lorsqu'il va rentrer dans la zone en rouge. Chose très importante. Donc je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer cette histoire de convexe-concave au niveau des collisions, sachant que c'est valable dans beaucoup de moteurs de création de jeux vidéo, notamment Unreal, hein, ça, c'est la même chose, mais en 3D. Si par exemple, je viens ici. C'est-à-dire que j'ai pris en fait mon deuxième sommet qui était en haut à droite, et je viens le rentrer. On voit donc ma forme comme ceci, donc un espèce de, je sais pas, un C peut-être, ou un début d'éclair, et on a une alerte comme quoi le polygone n'est pas convexe. Sinon, le masque de collision ne fonctionnera pas. Donc là, notre polygone est concave, c'est-à-dire que le logiciel, pour détecter les collisions ici, il va vraiment galérer, et GDevelop en fait ne le gère pas. Ça va demander beaucoup de calculs, puisque théoriquement, c'est plus simple de tester des collisions dans un polygone convexe. Donc pensez-y, et par contre, si vous voyez, si je me mets avec un masque de collision comme ceci, eh bien, j'ai plus de problème, même si ma collision sera pas du tout propre. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, on pourra pas s'amuser à faire une dentelure, je ne sais pas si ça existe comme mot, on pourra pas faire une dentelure parfaite pour nos objets. Mais c'est pas trop gênant pour notre style de jeu. Je dirais que le plus important, ça va être vraiment ces deux côtés-là, pour être au plus proche de la réalité. Si vous souhaitez, vous pouvez modifier également les positions des points à la main. Donc, par exemple, là j'étais à 53,5, on va mettre 15 pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça vous permet d'être très précis, vraiment, sur la position de vos sommets du polygone convexe de collision. Donc n'hésitez pas, vous avez leur position X et Y. Ça peut toujours être assez pratique. On peut également rajouter un sommet. Donc j'en ai rajouté un qui est là. Hop. On va le supprimer. Vous pouvez en rajouter pas mal, mais moins vous aurez de sommets sur votre polygone de collision, et plus vous allez économiser de ressources, tout simplement. Donc nous, pour notre exemple, on pourrait mettre pas mal de points à condition de garder un polygone convexe, mais on va rester sur 4, on va faire quelque chose de simple. Maintenant, on va pouvoir fermer. On va appliquer, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose avec notre joueur. On va double-cliquer sur le perso joueur, modifier les masques de collision, et ici, eh bien, on va utiliser un masque de collision personnalisé. Même chose, on a donc nos petits taquets qu'on va pouvoir déplacer. Le premier, je vais venir le mettre au centre. Le deuxième, je vais carrément le supprimer. En fait, vous allez voir, on va faire un petit truc, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vais venir dessiner tout simplement un espèce de triangle, comme ceci, hop. Alors, on va vouloir que les deux ils soient à la même hauteur en Y, voilà. Ok. On a quelque chose d'à peu près ok. Pour ça, on peut même les descendre un petit peu d'ailleurs. Hein. Bah oui, on va essayer de se rapprocher quand même un petit peu de la réalité. Du coup, on va pouvoir rajouter finalement un sommet. Je vous ai fait en supprimer un. Honte à moi. Vous pouvez le rajouter ou pas, hein, ce sera selon vous. Et en fait, on va pas mettre de collision sur
j'allais dire une bêtise, sur nos jambes, mais si, parce que sinon notre personnage ne va pas marcher, tout simplement. Il va voler. Donc on va resélectionner par exemple ce point de collision, on va en rajouter pas deux, pardon, on va en rajouter un, donc lui, on l'a supprimé. Et on va faire une collision un petit peu comme ça, avec une forme un petit peu étrange, sachant que je vous le rappelle, vous ne pourriez pas faire un masque de collision qui ferait ça, ça. Sinon il serait pas convexe, il serait concave, et du coup ça ne fonctionnerait pas. Techniquement, vous pourriez très bien créer un deuxième objet de collision, par exemple un rectangle qu'on viendrait mettre par-dessus le personnage, le lier au personnage, etc., etc. On va essayer de rester quand même relativement simple et accessible. Donc on a fait notre personnage comme ceci. On va fermer, et on va appliquer. Et là maintenant, si on réessaye, alors ça va pas être très flagrant. Normalement, je peux m'approcher un petit peu plus. Voilà. Je sais pas si ça s'est beaucoup vu, mais je peux m'approcher un petit peu plus de mes pics. Bon. C'est très ténu comme différence, mais croyez-moi, elle est là. Ok. On a donc fait nos petites collisions. Maintenant, moi, il y a un truc qui me gêne un petit peu quand même dans ce jeu, c'est que mon personnage, il est pas très... il est pas hyper motivant, quoi. Il bouge pas, alors il se déplace, mais il a pas d'animation. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. On va lui rajouter des animations. On va réouvrir notre perso joueur, et coup de bol, les animations ont déjà été créées par Kenney, justement, et sont déjà intégrées dans GDevelop, dans l'objet perso joueur qu'on a créé automatiquement via le magasin de ressources. Ici, on a notre animation stand, donc l'animation de base. Et ensuite, on a une animation walk, qui va être la marche. Une animation duck, donc c'est tout simplement pas qu'on fait le canard, mais quand on s'accroupit. Fall, c'est quand notre personnage tombe. Swim, c'est quand il nage. Dead, c'est quand il est... hit, c'est quand il est touché. Dead, c'est quand il est mort, etc., etc. Nous, on va se concentrer sur l'animation walk, tout simplement. Éventuellement, si on a une petite animation jump, voilà, on a une animation up comme ceci, on pourra utiliser cette animation up. Nous, on va utiliser l'animation walk. On va donc faire appliquer, on n'a rien modifié, mais on applique quand même. On va retourner dans notre feuille d'événements jeu pour faire un petit peu de programmation. On va rajouter un nouvel événement, une nouvelle condition. Donc là encore, faites bien attention que c'est la condition du nouvel événement que vous allez mettre. On va sélectionner notre perso joueur, et en fait ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que notre personnage est en train de bouger, et en même temps, est-ce qu'il est au sol. Puisque s'il n'est pas au sol, ça veut dire qu'il est en train de sauter, et donc on aura une autre animation. Si notre personnage est en train de bouger et est au sol, ça veut dire qu'il va courir ou marcher selon le nom de l'animation. Donc on va déjà sélectionner notre perso joueur, on va regarder est au sol ou est en train de bouger. Voilà, on va commencer par est en train de bouger. Et on va tout simplement faire OK. Mon personnage bouge. Ensuite, ce qu'on peut faire, ça va être tout simplement de soit rajouter une condition directement et de dire si mon personnage bouge et qu'il est au sol, alors on fait des actions. Et si notre personnage bouge et qu'il est en train de sauter, alors on fait notre action, etc., etc. Moi, je vais vous faire voir une petite méthode. C'est plus là encore pour découvrir, et même s'il n'y a pas vraiment d'application très importante là-dessus, ça va être de créer un sous-événement. Donc, lorsque mon personnage bouge, on va pas créer une action directement. On va faire un clic droit sur notre bloc à côté de ajouter une condition, et on va ajouter un sous-événement. Ce qui veut dire que GDevelop va tester si mon personnage bouge. Il va tester d'autres conditions derrière, mais ces conditions, ça va être par exemple sur ajouter une condition perso joueur est au sol. Donc s'il bouge, on vérifie s'il est au sol, et s'il est au sol, on va créer des actions. L'intérêt, petite parenthèse, ne me refaites pas, c'est que si je rajoute un sous-événement,
Je peux tester également si il est sur une échelle, par exemple, ou s'il est en train de tomber, etc., etc. Ou si sa vitesse de chute actuelle est égale à temps, ou vérifier son état, ses points de vie, par exemple, son score, etc. Vous avez vraiment plein d'applications à ça. Moi ici, ce deuxième sous-événement, j'en ai pas besoin, et j'aurais pu même simplifier en me mettant tout simplement comme ceci, puisque j'ai simplement besoin de vérifier que mon personnage bouge et qu'il est au sol en même temps. Utilisez les sous-événements principalement lorsque vous avez besoin de tester beaucoup de choses à la fois avec une condition commune pour tous ces événements. On va donc rajouter maintenant une action, fin de la parenthèse, et cette action, ça va être tout simplement de changer son animation. On a ici, en cherchant anime, deux options, changer l'animation ou changer l'animation par son nom. Changer l'animation, ça va être tout simplement en fonction du numéro de l'animation. Petit rappel, en informatique, très souvent, on numérote de 0 à 9. Alors, à plus, mais on commence à compter à partir de 0, en fait. On fait pas 1, 2, 3, mais on fait 0, 1, 2, 3. Donc, soit on change l'animation et on le renseigne le numéro de l'animation qu'on veut, soit on change l'animation par son nom. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus instinctif d'utiliser par son nom. Après, je suppose, j'ai pas fait de test, mais je pense que changer l'animation par son numéro sera peut-être un chouïa plus rapide et consommera peut-être un chouïa moins de ressources. Mais c'est très peu, surtout vu nous la taille de notre projet. Donc on va changer l'animation par son nom. Et ici, on a une liste des animations et de leurs noms qui sont sur notre personnage. Et notre animation de marche, lorsque notre personnage va se déplacer au sol, s'appelle walk, en anglais. Vous pourriez le modifier si vous le souhaitez, et passer ces mots en français en éditant le personnage comme je vous ai fait voir juste avant. On va faire OK. Ensuite, on va se rajouter tout simplement, et c'est là en fait où ça aurait pu être intéressant, on va rajouter un nouvel événement, ajouter une condition, perso joueur est au sol. OK. Pardon, j'étais un peu trop vite, et on va rajouter une condition, add condition, perso joueur, on va remettre est en train de bouger, mais vous allez voir qu'on va modifier un petit peu ça. On va pas faire exactement le même test, mais on va tout simplement faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va vérifier que notre personnage est au sol, et qu'il n'est pas en train de bouger. Donc on sélectionne est en train de bouger et on va tout simplement utiliser le petit switch condition inverse, l'activer. On va faire OK. Et là vous voyez on a un petit icône rouge qui nous dit que c'est l'inverse de perso joueur bouge. Donc en gros perso joueur ne bouge pas. On va rajouter une action. Perso joueur, on cherche anime. Hop. Alors l'intérêt aussi d'utiliser changer l'animation, c'est qu'on peut gérer avec des animations entre guillemets aléatoires. Avec les numéros, on peut choisir en fonction, par exemple, des points de vie du joueur, ses animations, etc., etc., de façon plus simple et plus rapide qu'en passant par l'animation par son nom. Mais nous, on va repartir sur changer l'animation par son nom de l'animation, et on va chercher du coup, c'est stand, notre animation d'arrêt de notre joueur. On va faire OK. On sauvegarde. On va faire un petit aperçu, puis après je vous donne des devoirs. Petit aperçu, on va se déplacer. Et là, bon, je suis très mauvais. Mon animation est très très rapide, très bizarre, mais vous voyez que dès que je me déplace, mon personnage a ces petites animations, et dès que je m'arrête, mon personnage s'arrête. Hop. OK. Alors, petit devoir avant de passer à la suite, et faites-les. L'objectif, juste avant, quand j'ai parlé de ce bloc-là, je vous ai fait voir perso bouge avec des sous-événements. L'objectif de vos devoirs, ça va être, pour voir si vous avez bien compris, et si j'explique bien aussi, ça va être de remplacer ces deux événements en un seul événement. Hop, on va vous faire voir un petit peu la structure que je veux. On va donc remplacer ces deux événements
avec 2 conditions à chaque fois, par un événement et 2 sous-événements, sachant que l'événement principal n'aura qu'une condition, et les 2 sous-événements auront chacun une seule condition. Et bien sûr, vous me rajoutez les actions où elles vont. Donc l'idée, ça va être de simplifier en fait ces 2 blocs-là, de les rendre un petit peu plus visibles, et de comprendre l'intérêt justement des sous-événements. Allez, vous faites une petite pause dans la vidéo, vous essayez de faire ça, et puis je vous reprends tout de suite avec la soluce. Et voilà, j'espère que vous avez réussi à peu près à vous en sortir. Normalement, ça devrait pas être trop sorcier si j'ai bien expliqué, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Voilà donc la solution. Mon événement principal, c'est est au sol, et mes 2 sous-événements, c'est mon perso bouge, mon perso ne bouge pas. Donc ici, on avait 2 événements, là on en a plus qu'un seul, mais avec 2 sous-événements. Qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire, pas grand-chose en termes de place, c'est simplement que, comme je vous disais tout à l'heure, si j'ai besoin de tester d'autres choses quand mon personnage est au sol, je suis pas obligé de refaire à chaque fois perso joueur est au sol, etc., etc. Donc c'est assez pratique, et puis ça me permet, si j'appuie sur la petite flèche ici, de savoir que tous mes tests de perso joueur est au sol sont là-dedans, en fait, sont rangés ici. Donc ça peut être très pratique, n'hésitez pas à utiliser les sous-événements assez rapidement, ça vous permettra d'entretenir un code, une programmation plus lisible et plus visible. Donc voilà, petite solution, toute simple. Petit rappel, si j'avais mal expliqué ou si vous aviez mal compris, pour créer un sous-événement, on prend l'événement principal qu'on a créé, clic droit, ajouter un sous-événement. Ok ? Voilà, on va pouvoir supprimer du coup nos 2 événements qu'on avait ici. Tac. On va juste mettre le petit commentaire qui va bien. Les commentaires, je vous ferai voir comment on les met, quoi qu'on peut même se les mettre maintenant. Allez, on en parle tout de suite. Clic droit sur ajouter un nouvel événement. Attention, pas clic gauche, clic droit. Ajouter un nouvel événement. Et on va sélectionner commentaire. Et puis là, vous pouvez taper mon com. Alors, lâche ton com. Pause bleu. Et abonne-toi. Et la cloche. Voilà. Vous avez vu ce placement? Voilà, donc petit clic droit, ajouter un événement, commentaire. Dans le reste, on en reparlera pas tout de suite, mais on en reparlera. Donc ça, pareil, les commentaires, ça peut être utile pour structurer un petit peu votre code et voir un petit peu où se situent les différentes étapes de votre programmation. On va supprimer ce commentaire. Ok, donc mon animation fonctionne. On a un petit souci de vitesse. On va revenir sur notre fenêtre de jeu, réouvrir notre perso joueur, et notre animation walk, c'est l'animation numéro 1. On va cliquer sur aperçu. Voilà, et là, quand on regarde ça, ça va un peu vite. Ici, on a un petit chrono, qui est en fait le temps entre chaque frame, entre chaque image, en secondes. Donc là, on est à un peu plus de 2 centièmes de seconde entre chaque image, qui est un peu rapide. On va essayer par exemple, alors je vais effacer, je peux pas effacer, tac, pause, est-ce que je peux, non j'ai pas le droit d'effacer de là non plus, quelle est cette fourberie, aperçu, ok, donc là j'ai mis 0,16, c'était peut-être un peu trop, ouais, j'ai mis 0,10, hop, des images un peu bizarres, il se passe des choses un peu étranges. Refait aperçu. Bon, c'est peut-être la dernière image qui est pas fifole. Les 2 dernières images sont peut-être pas forcément nécessaires, donc en vitesse, à côté du petit chronomètre, j'ai mis 0,1, donc pour que ma vitesse d'animation soit un peu plus lente. Et puis les 2 dernières frames, les 2 dernières images de l'animation, on va tout simplement les supprimer. Donc clic droit sur la première, supprimer la sélection, clic droit sur la dernière, supprimer la sélection. Voilà, on va appliquer, et puis on va réessayer. Ah, là on est mieux là. On est mieux quand même en vitesse. On a un personnage qui marche. Un personnage qui marche vers la droite, il s'arrête, et quand on va à gauche, il fait du moonwalk.
c'est peut-être un descendant caché de Michael Jackson. Ok, bon, on va modifier ça tout de suite, et ça fera déjà une bonne grosse vidéo bien touffue, pour modifier ce petit comportement, c'est-à-dire faire que mon personnage se retourne lorsqu'il va marcher vers la gauche. Sachant que vous aurez certains personnages qui vont être dessinés vers la gauche, et il faudra faire la même chose pour aller vers la droite. On va revenir sur notre feuille d'événements de programmation. On va rajouter un nouvel événement, et donc on va ajouter une condition. Alors ce que je faisais avant d'enregistrer cette vidéo, c'est que j'utilisais en fait les touches du clavier pour détecter si j'appuyais sur la touche de gauche, alors on lance l'animation, on retourne le personnage vers la gauche. Si j'appuie sur la touche de droite, je retourne le personnage vers la droite. Ça fonctionne super bien, vous allez voir énormément de tutos qui vous proposent ça. Y a aucun souci, moi j'ai utilisé ça pendant très longtemps. Mais il y a une manière peut-être plus intelligente de faire ça. Pourquoi ? C'est que si jamais vous souhaitez faire un jeu jouable à la manette ou un jeu jouable sur mobile par exemple, eh bien il faudra rajouter en plus des touches gauche et droite le joystick avec les deux directions, ainsi que les contrôles virtuels que vous aurez sur une plateforme mobile. Pourquoi est-ce qu'on ne testerait pas plutôt la vitesse de notre personnage, la vitesse horizontale ? On sait que s'il va vers la droite, il va avoir une vitesse puisqu'il se déplace. S'il va vers la gauche, il va avoir aussi une vitesse. Pour se déplacer vers la droite, il va avoir une vitesse positive, donc supérieure à 0. S'il va vers la gauche, il va avoir une vitesse négative pour se déplacer vers la gauche. On va donc tout simplement tester notre vitesse du personnage. On va rajouter une condition. Alors, on pourrait rajouter un sous-événement dans est au sol. Le problème, c'est que du coup, ces conditions, les actions qui découleraient de notre test de vitesse, n'auraient lieu que lorsque notre personnage est au sol. Donc ça ne fonctionnerait plus lorsqu'il saute, ça ne fonctionnerait plus lorsqu'il tombe, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment se mettre en dehors, dans un nouvel événement unique. Donc on va rajouter une condition, on resélectionne notre perso joueur, et là, on va tout simplement chercher sa vitesse horizontale actuelle. On va choisir un opérateur et on va tester si sa vitesse est inférieure à 0, ça veut dire qu'il va vers la gauche, donc on va pouvoir le retourner vers la gauche. On va faire un strictement inférieur à, vitesse à comparer 0. Donc si sa vitesse est inférieure à 0, blablabla, blablabla. On fait OK. Et on va rajouter une action. Perso joueur encore une fois, et là on va chercher retourner l'objet horizontalement. On va tout simplement retourner notre personnage, faire comme s'il était vu au travers d'un miroir, à l'horizontale. Donc retourner l'objet horizontalement, et pensez à bien activer le retournement, sinon vous ne le verrez pas, ce retournement. On va faire oui, on va faire OK. Allez, on se fait un petit aperçu, on va vers la droite, tout va bien. On va vers la gauche, tout va bien, on va vers la droite, moonwalk, vers la droite. Tout simplement, puisqu'on n'a pas dit que si ma vitesse horizontale était supérieure à 0, on désactivait le retournement. On va donc sélectionner, parce qu'on est un peu feignant, on va sélectionner tout notre événement, on va faire CTRL-C, CTRL-V, et là, attention, il faut bien penser à modifier le strictement inférieur en strictement supérieur. Alors on pourrait mettre inférieur ou égal à 0 ou supérieur ou égal à 0, sachant qu'attention, il faudra qu'un seul égal dans les deux, sinon il y a un moment où quand ça sera égal à 0, il va plus savoir quoi faire. Donc c'est pour ça que moi dans ce cas-là, je préfère mettre du strict, et si on est égal à 0, de toute façon, on va passer en animation stand, puisque notre personnage ne bouge plus. Donc dans ce cas-là, mettez vraiment du strictement inférieur, strictement supérieur, sinon ça peut poser quelques soucis. Et enfin, on va penser à désactiver le comportement retourner horizontalement. On va cliquer sur oui. On va ensuite cliquer sur non. C'est un des gros avantages de GDevelop, c'est que vous n'êtes pas obligé de réouvrir toute cette fenêtre pour cliquer sur non. Tout ce qui va être surligné avec différentes couleurs, vous allez pouvoir l'éditer. Par exemple, 0, je pourrais, en cliquant dessus, tout simplement mettre 100. Ne le faites pas, c'était juste pour l'exemple. Ça vous permet donc de tester plus rapidement sur des valeurs dont vous n'êtes pas trop sûr.
de tester et de modifier voilà différentes valeurs des comportements et de votre programmation plus facilement que via la grosse interface concernant tous les objets. On va faire aperçu et on va tester vers la droite, tout va bien, et vers la gauche, tout va bien, et maintenant, vers la droite, tout va bien. Même quand je saute. Bon. Je sais pas si vous l'avez vu, hop, attendez, on va retenter ça. Attention. Voilà, j'étais à gauche, et du coup, ça s'est bien mis. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on aura fait déjà pas mal. On rajoutera dans la prochaine vidéo des petits objets à collecter. On devait le faire dans celle-ci, mais vu tout ce que je vous ai rajouté, vu les petits devoirs que je vous ai donnés, bah il y a quand même du taf. Rien ne vous empêche, vous, de votre côté, d'essayer quand même de rajouter des pièces dans votre jeu. D'ailleurs, je vais vous redonner des petits devoirs, tiens, pour la prochaine fois. Vous allez, tout simplement, rajouter un objet pièce, et vous allez me les mettre dans le niveau. Vous allez me trouver le moyen de rajouter un objet pièce. Alors vous le nommez bien sûr comme vous voulez, ça peut être collectible, ça peut être diamant, ça peut être panini, je ne sais pas, mais avec sa petite image, et puis vous allez m'en positionner quelques-uns dans le niveau. Je vous laisse faire ça, normalement on a fait déjà 3 objets différents, vous savez comment ça fonctionne, ça vous permettra d'être sûr d'avoir déjà compris correctement comment tout ça fonctionnait. Et on verra la mécanique du ramassage d'objets et du scoring dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément au référencement de la chaîne qui redébute. Et puis à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez pas louper la suite à la fois de ce tuto débutant et des autres tutos un petit peu plus avancés qui arriveront ensuite. Allez, salut, créez bien, amusez-vous bien. Bye.